sollicite, j'espère que vous ne le regretterez pas trop. Nous sommes là à une heure qui est propice aux assoupissements, et surtout après l'excellent repas qu'on nous a fait partager. Et Anne-Marie m'a demandé de parler du silence. Effectivement, on pourrait peut-être en faire l'expérience et puis ne pas parler, considérer que la meilleure manière de prendre conscience du silence, c'est de le pratiquer. Mais enfin, il faut parler sur le silence. Alors, je vous avoue que ce n'est pas un sujet qui m'est familier, mais on m'a fait souvenir qu'il y a, je crois, 2 ou 3 ans, j'avais dû faire au RIT, c'est-à-dire l'organisme dont qu'anime depuis longtemps et avec tant d'esprit et de cœur Micheline Flack, une formation au yoga et à la pédagogie qui s'appuie sur le yoga. J'ai eu en effet l'occasion de parler du silence et je crois que notre amie Françoise Bougeot était à cette réunion. Je ne me souviens pas du tout du reste de ce que j'allais vous dire, alors je suis désolé parce que je crois que vous espériez que j'allais peut-être reproduire certaines choses que j'avais pu développer, mais là, je n'avais pas conservé de note de cette intervention. Alors j'y réfléchis ces jours derniers, j'ai pensé, j'ai fait des évocations, bien entendu, sur ce thème, pour tenter d'échanger avec vous. J'avoue que j'aimerais bien que cette petite causerie soit suivie d'un échange. J'aurai d'ailleurs, je crois, l'occasion de reparler des travaux que nous faisons, parce que le silence est tout à fait concerné par la pédagogie que nous préconisons. Il y a en effet le silence comme fait, qui nous est imposé, j'allais dire, par la vie. Il y a un silence, on peut dire, naturel, n'est-ce pas? Et puis il y a un silence dont on peut dire qu'il est culturel et qui ne peut procéder d'intentions, de projets, n'est-ce pas, qui sont ceux de l'être humain. Je ne sais pas s'il y a même dans les finalités animales des silences qui seraient liés à leurs instincts, je ne sais pas, et qui seraient pour eux, qui auraient peut-être un sens de finalité, ce serait à étudier. Mais si nous partons du silence en tant qu'expérience naturelle que nous pouvons constater, vous avez tous entendu parler, vous avez tous constaté, vécu le silence qui précède l'orage. Silence qui précède l'orage. Et il y a bien silence dans le sens qu'il y a comme les animaux, l'oiseau qui ne chante plus, n'est-ce pas, la vache qui ne meugle plus, le cheval qui ne hait plus, n'est-ce pas, et les oiseaux qui ne chantent plus. Et la nature est même sans mouvement, il n'y a plus un brin d'air. C'est pas l'air, je veux dire, ne circule plus. Enfin, il y a toujours de l'air, bien entendu, l'oxygène pour nous permettre de respirer, mais il n'y a plus de mouvement dans les arbres. Il y a une sorte, comme si la nature était, on dira, dans une certaine attente, mais là, c'est tombé dans l'anthropomorphisme, c'est donné une explication, comme s'il y avait là des projets de conscience. Non, c'est un fait de nature, et l'on le comprend. Les animaux se ramassent, parce qu'ils sentent, on dit l'orage, ils se mettent à l'abri, et ce n'est pas pour eux le moment de chanter, ni de battre des ailes, ni de quitter les nids, mais on se ramasse, on se met dans une situation de protection, et de ce fait, il en résulte un état de fait, n'est-ce pas, qui est le silence. C'est-à-dire, on n'entend plus rien. Alors là, je dirais, c'est vraiment, en effet, le silence, un silence lié à la nature. Vous en avez d'autres silences liés à la nature, qui peuvent venir dans les heures de pesanteur d'été, roi des étés, pendu sur la plaine, pour on a un peu d'argent, des hauteurs, du ciel bleu, tout se tait. C'est le moment où l'air flamboie et brûle sans haleine, et où la terre est un soupir, s'arrête de feu. Alors là, vous avez aussi un silence qui est comme lié, n'est-ce pas, à l'explosion du soleil, et où, n'est-ce pas, les bœufs blancs couchés parmi les herbes sont là dans un état de repos. La nature, n'est-ce pas, est comme appesantie, assoupie, n'est-ce pas, par la chaleur qui... Vous avez aussi
un autre silence de nature qui est le silence de la nuit. Parce que c'est le moment, j'allais dire, la nature dort, même certains végétaux qui s'ouvrent selon leur rythme dicté, au moment, n'est-ce pas, où le soleil est là. C'est aussi là, encore, n'est-ce pas, un silence de nature. Ce silence de nature, eh bien, nous le constatons, nous autres êtres humains. J'allais dire, il s'impose à nous comme du dehors, nous avons à le reconnaître. Il n'est pas le fruit de notre projet. Il est le fait de notre situation d'être incarné sur une terre. Il y a du silence. Le silence, pas simplement le silence de la mer, il y a aussi le silence de la terre. Lié, j'allais dire, à la nature des choses. Alors effectivement, nous avons peut-être possibilité de réagir à cela, mais laissons ça de côté, nous n'en sommes pas là, puisque nous parlons du silence de la nature. Il y a des silences aussi qui sont liés à des situations naturelles. Par exemple, lorsque nous sommes frappés de stupeur, ou encore lorsque nous sommes, animal ou êtres humains. La fascination de K dans le livre de la jungle, qui fascine tous les singes, pour se venger parce qu'ils l'ont traité d'un feu ver de terre. Et ils ne bougent plus. Ils sont sous l'emprise du regard de K avant qu'il n'en fasse les délices de son repas. Et là encore, une forme de silence liée à la fascination. Et qui est une sorte de situation naturelle, et qui est exploitée par cette fixité du regard, cette emprise. Il ne faut pas qu'il se beugle, il ne faut pas qu'il bouge, il ne faut pas qu'il bruite, il faut au contraire qu'il soit dans une situation, dirais-je, de fixité. Et le silence peut conspirer à l'efficacité de son action. Il y a l'emprise qu'il peut exercer sur les êtres. Eh bien, au niveau humain, nous pouvons être, nous aussi, quelquefois frappés de stupeur. Et être, n'est-ce pas, nous n'entendons plus rien, et dans notre tête aussi, c'est comme s'il y avait un vide, comme s'il y avait un creux, comme s'il y a du silence. Nous pouvons l'être aussi dans l'état de surprise, qui est quelque chose de moins fort que la stupéfaction. Mais là encore, il y a place pour le silence. Alors le silence, c'est pas simplement l'absence de bruit et de tout ce qui peut concerner le bruit, ou pas simplement la voix, mais les bruits, qui est le genre le plus général. Car le bruit, il peut y avoir la voix, il peut y avoir la musique, il peut y avoir le chant, il y a le silence, c'est dans son sens propre, c'est quand on n'a plus rien à entendre, quand rien ne se prête à être entendu, il n'y a plus de perception, nous dirons, auditive. Ou que ces perceptions auditives se soient fondamentalement réduites. Mais si je viens au plan de l'humain, et pas simplement en restant au stade de la nature, et déjà en abordant le problème de la stupéfaction, et le problème même de la surprise, on peut dire que ce qui va non seulement du bruit extérieur, vous n'entendrez plus rien parce qu'on est frappé de stupeur ou des stupéfaits, mais c'est même au-dedans de nous-mêmes que nous ne nous parlons plus. Nous n'entendons pas notre voix, nous ne nous prononçons pas de discours. Nous sommes là réduits comme à un état de silence, aussi bien du silence extérieur que du silence intérieur. Nous avons un silence intérieur qui va résulter même de cette situation de stupéfaction, de stupeur, disons, et ou de surprise. Ici, toute cette perspective est une perspective, je dirais, naturelle, où nous n'y mettons pas à la limite encore quelque chose de culturel ni d'humain. Bien sûr, déjà au niveau de la stupéfaction et de la surprise, il pourrait y avoir une utilisation par l'être humain
pour provoquer de la stupeur et provoquer de la surprise. Ça, nous rentrerons déjà là à un niveau qui va être celui où l'homme, j'allais dire, l'esprit de l'homme intervient. Et c'est là, nous allons avoir à prendre contact avec cette forme d'action qui va utiliser le silence. Là, nous n'étions pas dans une situation d'utilisation du silence, nous étions dans une situation de constat silence. Mais il nous faut passer au stade où le silence n'est plus simplement de l'ordre du constat naturel, et où le silence va être quelque chose d'utilisé par l'homme, où l'homme en fait son affaire. Et c'est ici que nous pouvons déjà atteindre des formes qui ne sont pas les plus nobles du silence, où le silence est utilisé à des fins de manipulation psychologique, pour susciter la terreur. C'est libellant un regard sévère, laissant les personnes qui se trouvent sous cette dépendance. C'est une forme là également de fascination indirecte. C'est jouer les serpents, c'est jouer le python, c'est jouer K, sans qu'il y ait la fascination proprement physique par la fixité du regard, mais une fascination par le silence, que cache ce silence. Et où l'homme va se trouver sous la dépendance de personnes qui savent utiliser le silence à des fins de manipulation psychologique. Que pense-t-il, que va-t-il faire? Et où l'on fait naître ainsi une situation de terreur. Voyez voir dans les détestables et affreuses manipulations psychologiques pour obtenir, extorquer des aveux, les bourreaux savent pratiquer le silence pour mettre en condition de peur, de terreur, les personnes dont ils veulent obtenir donc des aveux ou des renseignements. Il nous faudra d'ailleurs tenter de rechercher pourquoi le silence peut revêtir un sens menaçant. Effectivement, nous pourrions à la limite y trouver une base dans la condition naturelle du moment qui précède l'orage. Et où, par l'expérience acquise d'une certaine peur, d'une certaine crainte de la tempête ou de l'orage, n'est-ce pas, qui fait peur, dans cette période, n'est-ce pas, qui précède avec un ciel menaçant, n'est-ce pas, comme on dit, le silence. Le silence peut être ensuite récupéré par des personnes qui savent que les êtres humains ont été plus ou moins conditionnés, ont de vieux conditionnements psychiques pour jouer l'ordre d'une nature menaçante et obtenir de ce fait quelques dimensions de faiblesse de l'être humain remis dans une situation de réaction instinctuelle. Ce n'est pas si maladroit que cela, et cela peut être donc efficace. C'est-à-dire que je me fais chose menaçante alors que je suis un être, pour que l'individu puisse me considérer comme aussi dangereux qu'une chose menaçante. Il est certain que le silence peut être, alors dans une phase moins, dirais-je, de manipulation psychologique moins violente que celle-là, est tout de même utilisée à des fins disciplinaires, à des fins d'organisation, qui ne sont pas uniquement liées à
la bonne communication avec autrui ou à la possibilité d'un ordre social. Mais le silence peut être très généralement utilisé comme un moyen de pression. Mais même qu'on sent qu'il ait cette signification brutale, d'obtenir des aveux, d'extorquer des aveux et donc de terroriser les êtres, mais rien que pour obtenir une certaine discipline, une certaine dépendance d'un public, d'une foule, une ambiance de silence soigneusement calculée au départ, peut mettre les personnes dans une situation donc, de dépendance et où pourra plus facilement passer un message ou un ordre que si les personnes se trouvaient être dans une situation d'effervescence et de communication et de bruit par conséquent. Là, ce moyen très général, psychologique, le silence, peut être utilisé donc d'une façon très générale à des fins de mise sur orbite de dépendance ou des individus ou des collectivités. Alors que le silence peut prendre aussi des sens beaucoup plus positifs que nous allons envisager ensuite, et puis c'est cela que nous avons le plus à approfondir. Nous pouvons, en faisant un pas de plus, montrer que le silence, nous pouvons l'utiliser à des fins qui vont prendre un caractère plus positif et plus constructif. On peut utiliser le silence pour éviter de répondre à des provocations dans le dialogue ou dans l'échange. Il y a des personnes dont on sait que ce qu'elles nous disent, c'est pour obtenir une certaine réponse de notre part, c'est pour nous faire livrer un secret, c'est pour obtenir de nous un certain assentiment à un propos tenu, et notre réponse, notre attitude sera de défense, sera le silence. Nous ne répondrons pas. Et nous laisserons donc la question s'en aller, je dirais, dans le vide d'une réponse, mais quelquefois, ce vide d'une réponse pourra revêtir un sens de renseignement pour l'autre. Au lieu de répondre par une fin de non-recevoir, par le silence, on renvoie la personne à sa propre question. Et à ce moment-là, le silence peut prendre, je dis vite, non seulement un moyen de défense, mais aussi peut avoir un sens pédagogique. Même si nous n'avons pas de leçon à donner à autrui, et si nous pouvons considérer qu'à cela, nous ne voulons pas répondre et que nous voulons laisser la personne en face de sa question ou de sa remarque. Eh bien, je me demande, voyez-vous, si toutes ces remarques que nous venons de faire peuvent nous donner, même, voyez-vous, dans ce dernier cas envisagé, où le silence est comme une réprobation, à la limite, prend un sens d'avertissement ou de réprobation à autrui, si le silence ne va pas revêtir dans la conscience, dans les consciences en général, quelque chose ou de rebutant ou d'un peu effrayant. N'est-ce pas, au sens, lorsque Pascal dit, n'est-ce pas, que c'est, quand il parle de l'effroi que lui donne, n'est-ce pas, ces grands espaces, l'infini des espaces, on voit que c'est très souvent dans une perspective d'effroi, de frayeur et de crainte ou de peur que nous vivons le silence. Nous avons peut-être plus vis-à-vis du silence, une conception de refus, de réponse par
un refus, nous serions plus tentés d'écarter ou d'éloigner de nous, comme quelque chose de menaçant qui nous fait peur, que comme quelque chose que nous pouvons cultiver. Je ne suis pas sûr que, même si nous voulons cultiver le silence, il prend plutôt, même comme nous allons le voir tout à l'heure, un caractère assez exceptionnel. Il n'est pas vraiment entré, à mon sens, sinon pour un petit nombre d'individus, comme devant faire partie comme un moyen privilégié de notre croissance, de notre développement et de notre épanouissement, alors que c'est à ces conclusions que j'arriverai tout à l'heure. Et je crois que nous aurions plutôt tendance à ne pas en faire un moyen privilégié de développement personnel, alors que je pense qu'il est un moyen privilégié de développement personnel, moyennant certaines conditions que nous allons étudier, j'espère, soigneusement. Vous savez qu'à ce mot de Pascal sur les grands espaces, n'est-ce pas, qui le terrorisait, Valérie répondait en disant « Oui, mais les bruits de ces petites sociétés qui m'entourent me rassurent. » Et c'est pas l'ironie dans le propos de Valérie montre, n'est-ce pas, que s'installer dans une situation, dans une situation de proximité, où il y a du bruit, où il y a des êtres là qui vous entourent et qui vivent et qui parlent et qui se meuvent, eh bien, est rassurant. Alors qu'il voyait dans ces grands espaces lointains auxquels Pascal faisait référence, comme une fuite de l'acceptation de notre quotidien bruyant. Et il ne voyait pas la source tout du moins, dans son propos, là, il ne voyait pas un moyen forcément de développement personnel. Mais nous sachons tout l'humour qu'il peut y avoir dans des propos de Valérie, qui lui cultivait suffisamment le travail personnel et la vie de silence de ses matinées laborieuses pour penser qu'il ait pu fuir le silence. Mais peut-être qu'il fuyait le silence effrayant, mais qu'il voulait un silence fécondité du silence. Et c'est ça que nous allons avoir à étudier. Et je vous dirais, me plaçant alors à un niveau, n'est-ce pas, pour rester tout proche de la vie en même temps et sans être encore dans une perspective proprement tout à fait pédagogique, je me demande si nous n'avons pas quelquefois d'abord sur un plan très général, je dirais implicite en nous, une humanité du silence et une reconnaissance du silence comme moyen de communication. Et j'en veux pour preuve quelque chose que nous connaissons tous et que nous avons toujours à connaître jusqu'à la fin de nos jours, c'est le silence dont nous entourons nos morts. Et là, lorsque quelqu'un de chez nous, un être cher, est mort, là où son corps repose et où nous l'entourons, nous pratiquons le silence. Et je pense que cela est tout à fait lié à ce qu'est pour nous l'être mort, c'est qu'il est en situation de silence. Et nous communiquons avec lui, comme nous pouvons faire, nous allons nous aussi être silencieux et nous réalisons auprès du mort une communauté de silence. Et ce n'est pas simplement au niveau du respect, on peut dire, c'est le respect, son témoignage de vie. Dans sa présence encore, ce témoignage de vie se fait par son silence. Eh bien, nous allons montrer que nous aussi, nous pouvons être, vis-à-vis de lui, par rapport à lui, un être de silence. La mort a-t-elle pour message le silence? Et je crois que lorsque on se trouve dans cette situation-là, et c'est ça qui me ferait naître à tenter déjà de dégager des aspects positifs de l'expérience cultivée du silence, qui serait une première approche de cette vie du silence. C'est que quand nous repensons
à l'être mort qui est là. Je sais bien que Spinoza a dit que la philosophie était une méditation de la vie et non pas de la mort. Mais il n'est peut-être pas impossible de méditer sur la mort pour voir ce qu'elle comporte de vie. Eh bien, nous pouvons découvrir, en pensant à ce que furent les silences de celui qui aujourd'hui est mort, nous allons peut-être avoir les secrets de ces silences. Et de voir que les secrets de ces silences que nous pourrons méditer étaient le fruit de sa modestie, celui de sa délicatesse, celui de sa pudeur. Et qu'en restant silencieux vis-à-vis de cet être qui eut ces silences, nous découvrons les trésors de ces silences.